Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous allons vers la fin de l'année scolaire et donc vers les examens du bac, du BEM et de la cinquième. Et la cinquième, c'est aujourd'hui. Avant, on disait sixième. 797 812 candidats sont attendus au niveau national. Un chiffre considérable, il faut le reconnaître. Et il faut imaginer toute la logistique et tous les personnels qui seront dévolus à cette opération. L'un dans l'autre, et quoi qu'on en pense, c'est une véritable gageure. Pour un pays comme l'Algérie, où rien ne fonctionne normalement, où les luttes politiciennes n'hésitent pas à prendre l'école en otage et où la culture de la triche est entrée dans les mœurs. Ce fut d'ailleurs le cas ce matin quand les réseaux sociaux firent état d'un sujet qui avait fuité et qui a été partagé des milliers de fois, réponses y compris. Et on en arrive à se demander où l'on va comme ça. Et quand la fraude et la triche s'invitent jusque dans l'école primaire. Et dans tout ça, dans cette hallucinante confusion qui est devenue l'éducation nationale, la ministre du secteur est elle-même devenue un enjeu idéologique. Une icône pour les uns, le diable lui-même pour les autres. Et ceux qui s'affrontent à travers l'icône ou le diable Ben Rabret, ceux qui se disent modernistes et ceux qui se disent les conservateurs, font feu de tout bois pendant que des choses se trament dans l'ombre comme la privatisation rampante d'une école en totale déliquescence. En fait, l'école est juste comme le reste. Nous ne pouvions pas avoir une école saine et performante dans un système qui prend eau de toutes parts. Et tout le monde semble s'en accommoder, sauf ceux, bien sûr, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants vers leur classe sur l'autre rive. Aujourd'hui. Algérie Focus. Document. Le sujet de langue arabe de l'examen de 5e fuité sur Facebook. À quoi tout cela rime? Par Massinissa Mansour. TSA. Examen de fin d'année. Entretien avec Nouria Ben Rabrit par Hajar Gnanfa. Liberté. Nouria Ben Rabrit l'a annoncé hier. Suppression de l'examen de 5e dès l'année prochaine par Ammar A. Algérie, début des examens scolaires, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous ici sur le plateau, Idir Ounouren, militant des droits de l'homme. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Alors, au téléphone, nous aurons avec nous Mziane Meriane, président du SNAPEST, Nabil Ferguenis, membre du Conseil national du SATEF, Idir Achour, secrétaire général du Conseil des enseignants des lycées d'Algérie. Idir Ounouren, alors aujourd'hui c'est l'examen. Avant, quand on était jeunes, vous et moi, on disait la sixième. C'est ça. Oui, hein, donc ça. Pour passer du primaire au secondaire. Au collège, oui. Au collège. Maintenant, c'est la cinquième. Et donc, avant, ça se passait plutôt bien. Les examens, un seul instituteur dans la classe, pas beaucoup de surveillance. Mais là, c'est branle-bas de combat. Et pourtant, même à l'école primaire, il y a eu ce matin un cas signalé, au moins un, de fraude. On a retrouvé le sujet de l'épreuve en arabe dans les réseaux sociaux, avec les résultats, avec la réponse au problème. Ah bah dis donc. Donc vous m'apprenez quelque chose, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était d'autres temps et d'autres mœurs. Ah, en effet. Voilà. Je pense que dans l'édito, vous avez bien ciblé la problématique, c'est-à-dire que l'école est otage de lutte idéologique, oui. Alors qu'elles doivent s'extraire de la lutte idéologique politiquement. Oui. L'école est un lieu d'émancipation, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu du bien vivre ensemble, c'est un lieu où on doit apprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme, la tolérance, le rapport à l'autre, toutes les altérités. Et ça devient un enjeu idéologique entre les islamo-baptistes que vous avez gentiment appelés les conservateurs et les laïcs francophones. Oui. En gros, voilà. L'école algérienne est entre ces deux versants.
Il faut qu'elle arrive à trouver sa voie et que l'école devienne exclusivement algérienne. Et donc, ça nécessite une refonte complètement des contenus. Mais Au niveau des comment programmes. faire pour arriver à cet idéal que vous préconisez sans possibilité de débat national? Il y a tout ce qu'on veut dans l'école, sauf le débat, sauf la discussion, sauf les concertations. À la limite, les politiques, c'est un problème politique d'abord, parce qu'il est idéologique. Oui. Quand nous voyons nos voisins à l'ouest du pays, les Marocains ont décidé que la langue d'acquisition des connaissances, ou du moins dans les manières scientifiques, ce sera le français, c'est une rupture qu'ils font. Oui. Nous ne la faisons pas encore. Ce n'est pas pour décrédibiliser la langue arabe, c'est une langue liturgique, c'est une langue peut-être de langue sociale, mais la technologie, c'est les anglo-saxons qui l'ont, c'est-à-dire Australie compris, c'est-à-dire donc le Canada et les États-Unis d'Amérique, et la France. On ne peut pas raisonnablement rester en l'état, du moins sur le côté scientifique. Il faudra, mais est-ce que pour ce n'est moi, pas oui. là aussi une approche en quelque sorte idéologique qui procède des mêmes querelles, j'allais dire, de clochers ou de minarets sur le souci, terrain? je peux comprendre cette réaction, et c'est très bien que vous posiez cette question, c'est la mise en perspective de l'enfant d'aujourd'hui qui passe sa 5e aujourd'hui, à notre époque c'était la 6e, de le mettre en perspective sur les 10-15 prochaines années. Dans quel environnement il va évoluer, avec cette mondialisation, avec cette nouvelle technologie. Et je suis désolé de le dire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il peut je suis apprendre tout à fait l'arabe, le d'accord. français, Oui, l'anglais. je suis tout à fait d'accord. Se pose uniquement un problème de contenu au niveau des programmes. Oui. Maintenant, est-ce que la langue arabe, je n'ai pas d'expertise à parler là-dessus, est assez technique pour faire avancer les choses? Et toutes les réussites que nous avons au sein de nos universités, pour moi, c'est le fruit de la statistique. On a 2 millions d'étudiants en exemple, il faudrait bien qu'il y ait la 0, à la 5e décimale de gens qui réussissent. Mais c'est dû peut-être à leur patrimoine génétique, à leur environnement socio-culturel, au niveau de l'environnement, je dirais, économique des parents. Mais ce n'est pas une grosse généralité. Nous allons passer à la journée proprement dite d'aujourd'hui, le passage de cet examen de la 5e, avec nos invités qui sont sur le terrain. Puis nous reviendrons tous à cet aspect des choses que vous décrivez très bien. Meziane Mariane, président du SNAPEST, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et Sahar Ramadankom. Alors, Meziane Mariane, d'abord au sujet de l'examen d'aujourd'hui, la 5e, comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a des moyens colossaux qui sont vraiment mis en place à travers tout le pays, chose qu'on ne voyait pas effectivement dans le temps. C'était un examen banal. On accorde beaucoup d'importance. Malheureusement, quand vous avez parlé, sur les réseaux sociaux, il y a des tentatives, soi-disant, de sujets qui affûtaient. Mais en réalité, je pense qu'on n'a pas constaté sur le terrain. C'est des faux sujets que l'on balance à chaque approche d'un examen, que ce soit le bac, que ce soit le BEM. Et malheureusement, ça touche encore l'examen de l'école primaire. Maintenant, si vous permettez de revenir à cet examen, en principe, la finalité, c'est d'évaluer l'élève et en même temps le système scolaire des 5 premières années de l'école primaire, à partir des résultats obtenus. Pourquoi on évalue? On évalue pour déterminer les bavures et les lacunes des élèves et passer par la suite aux causes, à déterminer les causes. Une fois qu'on aura déterminé les causes, on doit passer à la remédiation. Il faut signaler malheureusement chose qui ne se fait pas. On ne doit pas faire un examen pour dire que c'est bon, c'est mauvais, c'est moyen. Non. L'examen doit permettre de corriger les bavures des élèves pour pouvoir avancer dans son cursus, que ce soit moyen, secondaire et pourquoi pas universitaire. Donc on n'évalue pas. On sanctionne beaucoup plus l'enfant, il passe ou il redouble. Mais le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer que cet examen sera supprimé à compter de l'année prochaine. Est-ce à dire que le passage se fera automatiquement sans examen?
Maintenant, s'il est supprimé automatiquement, il va y avoir passage sans examen. Et là, tout ce que je viens de dire, il est effacé. Donc, comment Donc peut-on sans examen, évaluer? ça veut dire sans évaluation. On passe d'un palier à un autre sans évaluer l'enfant et sans pouvoir lui apporter les correctifs, si je peux utiliser ce terme, nécessaires à son évolution. Oui, on l'appelle dans le terme pédagogique la remédiation, c'est-à-dire l'évaluer. Il ne s'agit pas de sanctionner l'enfant, c'est de déterminer le manque de l'enfant. Et déterminer le manque, pas seulement déterminer le manque, et déterminer les causes qui ont fait l'enfant n'a pas atteint la moyenne, n'a pas atteint une bonne connaissance. Et par la suite, remédier. Maintenant, si on le fait passer d'une étape, l'école primaire, vers le collège, il va y avoir énormément de bavures qui va traîner dans le collège. Oui, on peut le faire passer, mais on doit l'évaluer et simplifier au maximum le passage et créer des classes spéciales pour venir en aide aux enfants qui sont diminués intellectuellement pour qu'ils puissent suivre au collège. Si on le fait de cette façon-là, supprimer l'examen, les envoyer au collège, c'est un échec programmé pour la majorité des élèves. D'ailleurs, le taux de déperdition scolaire l'indique chaque année. Restez avec nous, Mziane Mariane, je reviens à vous dans un moment. Nabil Ferguenis, vous êtes membre du Conseil national du SATEF. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Jamal, bonsoir pour votre invité. C'est un autre bonsoir pour notre camarade Mziane Mariane. Merci. Et cher auditeur aussi, Sahar Mdankom. Merci. Alors, même question, d'abord au sujet de la journée de cet examen, cinquième. Oui, aujourd'hui, il y avait un examen de la 5e année dans tout le territoire national. Le ministère de l'Éducation a mis beaucoup de moyens, soit financiers et humains. C'est-à-dire, elle a mis beaucoup d'encadreurs et tout ça, et automatiquement, ils seront payés. Et aussi sur le plan financier aussi, elle a mis beaucoup il y avait les pompiers qui ont participé, la police, la gendarmerie nationale et tout ça. C'est-à-dire les 4 à 5 ministères et plus les PTT et tout ça qui ont participé à cet examen aujourd'hui. Ça a coûté une somme colossale pour le ministère. Tant mieux pour nous, mais je ne partage pas une seule chose. Notre camarade Mziane, il a dit que les sujets ne sont pas fuités. C'est les sujets déjà 5 minutes après, les sujets sont déjà sur Internet. Et c'est des vrais sujets, monsieur Mziane Mariane, et il est au courant, ils sont sur la page Facebook. Le problème maintenant, c'est les encadreurs qui ont encadré cet examen. Comment ? Parce que c'est pas un enfant, c'est pas un élève qui va envoyer ce sujet dans les réseaux sociaux, c'est un encadreur, c'est un enseignant, soit un directeur, soit essentiel, quelqu'un qui est au centre. Alors, Madame la ministre, elle doit être sévère dans ce sens. Surtout, on est dans l'examen du 5e, ça passe vite, avec des enfants de 10 ans, 11 ans et tout ça. Mais demain, prochainement, ce sera l'examen du BUM et l'autre, ce sera le bac. Et que tout le monde avait déjà la peur au ventre, ça commence dès maintenant déjà. Il y aura d'autres fuites parce qu'avec les réseaux sociaux, ça passe très très vite. En 1 minute, 2, on aura déjà des corrections et tout ça. Et c'est toujours de l'échec. Je ne sais pas comment on va faire avec cette histoire des fuites. Rabbi Star pour le bac, Inch'Allah. Et au sujet de la suppression de l'examen annoncé par la ministre, qu'est-ce que vous en pensez ? On n'est pas dans un système finlandais et tout ça. Moi, personnellement, je suis contre de supprimer cet examen. Cet examen est très important dans un cursus d'un élève. C'est vrai, les contenus maintenant de l'enseignement, c'est ça le problème. Mais maintenant, pour le supprimer, moi je suis contre. On doit mettre déjà l'élève dans le bain parce qu'il va se préparer, il va rentrer au collège, et il va passer l'examen du brevet. C'est un examen, à l'époque, c'était un événement d'avoir la 6e année, tout ça, fin d'études et tout ça, c'est tout fait à la maison. Alors on doit mettre l'élève dans le bain. Pour moi, il doit examiner et il doit passer cet examen. Restez avec nous, Nabil Ferguenis. Idir Achour, vous êtes secrétaire général du Conseil des enseignants des lycées d'Algérie. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci à nos chers auditeurs.
Bonsoir aussi mes camarades du SATEF et du SMAPES, M. Marianne et M. Fergunis. Et bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, au sujet du passage de la 5e aujourd'hui, vos impressions, votre sentiment? Eh bien, pour moi, c'est un examen ordinaire que chaque année le système éducatif algérien organise. Je souhaite réussite à tous nos enfants et qu'ils le passent dans de bonnes conditions, parce que lorsqu'on voit les moyens qui sont octroyés pour la réussite de cet examen, nous disons tant mieux pour le secteur de l'éducation qui mobilise encore les moyens nécessaires pour la réussite de nos enfants. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, concernant la fuite des sujets, je crois qu'il faut remettre la pendule à l'heure. On ne peut pas appeler ça fuite des sujets lorsque le sujet sort une fois les élèves sont en classe d'examen par le biais de Facebook, parce que ça va être de l'utopie de vouloir arrêter ça. Lorsqu'on a plus de 1 million de personnes qui sont là avec les moyens technologiques qu'il y en a, une simple photo peut mettre le sujet sur les réseaux de Facebook. Donc ça, il faut en faire avec, parce que pour moi, ce n'est pas une fuite du sujet. La fuite, on l'appelle fuite lorsque le sujet sort avant le début de l'examen ou la veille de l'examen, etc. Donc ça, c'est un truc ordinaire pour moi. Si les élèves sont dans les salles d'examen et ils n'ont pas leur portable et personne ne peut leur envoyer le sujet avec solution à leur portable, pour moi, il n'y a pas de fuite du sujet, donc il n'y a pas de crainte à faire. Maintenant, si le sujet sort avant le début de l'examen, etc., là, c'est un problème. Il faut déterminer les responsabilités et prendre les sanctions nécessaires. Et il est vrai, nous ne l'avons pas signalé, que le sujet qui a été signalé a fuité après que les élèves soient admis en classe, pas avant. Mais sinon, Idir Achour, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la ministre ou du gouvernement de supprimer dès l'année prochaine cet examen? À mon sens, là, ça nécessite un vrai débat pour y aller vers un système d'évaluation dans le système éducatif. Je reconnais aujourd'hui que le système est basé sur ce qu'on appelle la notation, et la notation est beaucoup plus subjective qu'objective dans l'évaluation de l'élève. Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas de mettre fin aux examens, mais à condition que de former le personnel enseignant à être dans une conscience qui permet de faire l'évaluation scientifique et non l'évaluation santé mentale, etc., avec tout ce qui se passe comme intervention, etc. J'ai des réserves aujourd'hui. Mais à mon sens, l'annulation des examens annoncés par la ministre ou par le gouvernement ne répond pas à un objectif pédagogique, mais il répond beaucoup plus à un objectif qui s'appelle la gestion des flux, parce qu'il faut en savoir que le système éducatif algérien, on lui prépare une nouvelle politique. Donc, comme il y a l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, et disons que tout le monde doit avoir le niveau de 4e année moyen, donc ils veulent éviter les redoublements dans ce cycle afin de permettre les exclusions en masse à partir de la 4e année moyenne. Donc mes craintes sont à ce niveau. Donc ça répond beaucoup plus à la gestion des flux dans l'enseignement obligatoire et la minimisation des coûts de prise en charge de nos enfants. Donc à ce niveau, on a beaucoup de réserves, mais sinon, il y a lieu, aujourd'hui, je le dis, de revoir le système d'évaluation dans le système éducatif algérien. Restez avec nous, Idir Achour. Idir Ounourn, une remarque avant que je vous pose une question. Syndicalistes, oui. Tout le monde s'accorde à dire, et nous sommes les premiers, que des moyens colossaux ont été mis pour l'organisation des examens. Je pense que l'examen de 5e, le BEM, je pense, et puis le bac. Pour le baccalauréat. Oui. Au-delà des fuites... Moyens logistiques et moyens humains. Oui, tout à fait. Ça, c'est le premier élément. Pour à peu près l'ensemble des gens qui vont, des écoliers, des lycéens qui vont passer les examens, plus de 2 millions. Plus de 2 millions de candidats. Oui, parce que les rendez-vous du ministère de l'Éducation nationale au travers le corps enseignant, le personnel administratif et tous les services annexes de la République, comme l'ont souligné les pompiers, les PTT pour éviter les fuites, etc., etc. Ça, c'est une chose.
Mais il faut dire aussi que le gros du problème, c'est quoi? C'est que le ministère de l'Éducation, on a l'impression, ça c'est une question que j'adresse aussi aux syndicalistes, que leur seul souci, c'est la rentrée, organiser les vacances et les dates des examens et observer. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? C'est-à-dire là, c'est une manière politique d'installer le débat. Ça me fait rappeler les élections. Quand la mission européenne déléguait les gens, mais on est dans des élections en Algérie, je suis désolé de le dire, dans un standard international. Il y a assez de bulletins, il y a des urnes, il y a un président, il y a un assesseur, il y a la surveillance des partis politiques, etc. etc. J'ai l'impression qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le souci, et tous les syndicalistes s'accordent à le dire, c'est vrai qu'il y a des moyens colossaux. J'ai aucun souci là-dessus. Mais entre la rentrée où il y a des problèmes d'affectation, des problèmes inhérents à des élèves, etc., etc., et la fin de l'année scolaire. La fin de l'année pour les examens, organiser, et sans compter les grèves qui sont légitimes, qui défendent leurs droits socio-professionnels, j'ai pas trop de soucis. Donc, je pense que le secteur de l'éducation, c'est un secteur éminemment important, pour pas dire le plus important. Oui. L'école, et je m'adresse aux syndicalistes, est un lieu d'émancipation. C'est un lieu où on forme des citoyens. Ouais, ouais. C'est un lieu d'apprentissage. Et j'aimerais qu'on en parle aussi. Oui, on va en parler. C'est pas une histoire de... Mais c'est vrai que par rapport au taux d'alphabétisation en Algérie, je crois que sur l'indice, on est excellemment bien classé. Oui. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce contenant? Quel est le contenu de notre école? Quel est le rapport maître-élève? C'est comme le reste. L'école algérienne est un secteur sinistré. Tout à fait. Je ne suis pas expert, mais quand vous dites on va supprimer l'examen de 5e, moi je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Oui. Mais sur quelle base? La subjectivité, est-ce que c'est l'enseignant, l'instituteur de 5e qui va donner son avis? Est-ce que c'est une commission? A-t-on pensé à l'impact psychologique? Est-ce qu'une telle décision peut se prendre sans aucun débat social? Impossible. Moi, les syndicats ont un rôle majeur à jouer au-delà de leurs divergences. Oui. Moi, je pense non seulement les syndicats, mais la société d'une manière générale. Tout à fait. La société, les fédérations de parents d'élèves. Or, la décision a été prise unilatéralement. On ne sait même pas comment, d'ailleurs. L'annonce en a été faite comme ça, brusquement, sans avertir. Je compte sur la vitalité de nos syndicats pour remettre les choses à l'heure. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est que dans le milieu de l'école, d'une façon générale, et tout particulièrement syndicalistes, nous allons demander à nos amis qui sont avec nous, on parle beaucoup ces derniers temps de privatisation rampante de l'école. Et on est même en train de dire que beaucoup de ces problèmes que rencontre l'école en ce moment sont provoqués justement pour faire passer en catimini cette histoire de privatisation. Et on parle, les syndicalistes entre autres, de 1000 écoles privées légalisées, en sourdine quasiment, et de beaucoup plus qui ne le sont pas. Privatisation, alors? Oui, pour la privatisation, je pense que la privatisation a une origine. Il y a certains parents dans les années fin 80, début 90, qui ont pris l'initiative, en de petits groupes, de créer des écoles dites libres, mais privées. Oui. Elles ont fonctionné. C'est vrai qu'elles étaient affiliées avec le programme français. Ça, il faut le dire, il faut l'assumer quelque part. Ensuite, il y a lieu de signaler que le taux d'échec, il est pratiquement, il avoisine le zéro. Hein, d'accord. Toutes les personnes. Et puis il y a eu multiplication. Ce sont des écoles, pour dire les mots comme ils sont, pour privilégier. C'était des écoles financées par des parents avec des cotisations mensuelles pour les enfants. Il y avait des inspecteurs d'académie en langue française et en langue arabe. Ils faisaient à la limite le programme français. Mais ça reste des écoles pour privilégier. Privilégiés, non pas, c'était pas une sélection par l'argent, parce que je me rappelle que les cotisations avoisinaient les 2200 dinars, alors que maintenant c'est de l'ordre de 30, 40 000, 50 000 dinars par mois. Donc en 20 ans, vous voyez ce qu'il y a. C'est devenu un marché financier, ça, c'est devenu un marché lucratif. Oui. Ces écoles, le ministère de l'Éducation nationale, à un moment donné, a décidé de les normaliser. Je dis bien les normaliser, c'est-à-dire le programme algérien exclusivement. Oui. Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans le jeu, elles ont été normalisées, elles ont été auditées. Moi, je sais qu'il y a un lycée à Tizi Ouzou où il y a 700 élèves, vous imaginez, à raison de 50 000 dinars par mois, vous voyez ce que ça fait comme chiffre d'affaires. Oui. Donc ça, si vous appelez ça la privatisation... Quel niveau? École, collège? Non, ça va la première année jusqu'en terminale. Ah oui, tout à fait. Non, ils sont bien organisés, ils ont profité de pas mal d'expériences des gens qui étaient un peu dans la clandestinité. Par contre, ce qu'il faut signaler aussi, il y a encore des écoles qui sont clandestines. Et qui enseignent uniquement le programme français. Ils sont rattachés à l'académie généralement de Aix-Marseille.
D'accord. Donc, en gros, voilà. Cette privatisation... il y a avec des la enjeux... connaissance des autorités ou avec leur aval? Non, les autorités n'ont rien à voir. À partir du moment où ça se passe chez vous, vous avez des profs qui arrivent à la maison, c'est des... Voilà. Ça veut dire que c'est tacite, quoi. C'est un aval non dit. Tout à fait. D'ailleurs, toutes les écoles qui avaient ce type de fonctionnement ont été normalisées, donc agréées, mais à la condition qu'elles fassent le programme algérien. Je peux même dire que même au niveau du programme, il y a certaines écoles qui font les deux programmes, qui préparent les enfants à la fois au bac algérien. Seulement à Tizi Ouzou ou ailleurs? Non, partout, à Alger, à Annaba, à Oran, partout. C'est un phénomène d'ampleur nationale, je dirais. Nous allons demander à Nabil Ferguennis, il s'est exprimé sur ce sujet. Nabil Ferguennis, qu'est-ce que vous pensez de cette privatisation, j'ai utilisé le mot rampante, de l'école algérienne? Oui, aujourd'hui, ce gouvernement, avec sa politique et tout ça, il pousse vers la privatisation, d'aller vers la privatisation de l'école. Aujourd'hui, on voit des écoles privées qui poussent comme des champignons. On a plus de 1000, d'après les statistiques, on a plus de 1000 écoles privées à l'échelle nationale. Ça, c'est des écoles agréées. Sans compter les hangars, les garages, dans tous les quartiers, dans toutes les villes d'Algérie. Alors tout ça, ça empêche... Alors, quand vous parlez de hangars, pardon Nabil Ferguennis, vous parlez de ces enseignants qui donnent des cours particuliers ou vous parlez d'écoles organisées avec des enseignants et des élèves? Non, des écoles organisées avec des élèves et des enseignants, ça c'est des écoles agréées. Mais on parle des enseignants qui donnent des cours supplémentaires et tout ça pour préparer surtout pour les classes des... Oui, là c'est un phénomène connu. Ces écoles, si tant est qu'on peut leur donner ce qualificatif, se comptent non pas par milliers, par dizaines de milliers, à travers tout le territoire national. Oui, ça c'est pour les hangars, il y a des dizaines de milliers. Ça, oui. Sûrement, dans tous les quartiers, il y a un hangar et un garage pour des enseignants qui donnent des cours privés, surtout pour des élèves des classes d'examen. Mais pour les écoles agréées et tout ça, on a plus de 1000 écoles d'après les dernières statistiques. Ça veut dire les statistiques de 2015, on a 700 et quelques écoles privées à l'échelle nationale. Ça, c'est des écoles agréées, tout ça, avec un programme et qui est étudié un programme national. Et en plus, il y a un programme français. On sait tous que la plupart des élèves qui étudient dans ces écoles alors leurs parents, c'est des parents qui touchent quand même un salaire qui dépasse des fois le SMIC en Algérie. C'est pour ça qu'ils ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans ces écoles. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène de société de ces enseignants qui donnent des cours aux enfants Est-ce que c'est une façon pour les enseignants de joindre les deux bouts, pour se faire un peu d'argent? Oui, c'est une façon des enseignants de gagner encore plus, parce que franchement, les enseignants qui font ces cours-là, ils gagnent 3-4 fois le salaire qu'on gagne dans une école publique. Alors, c'est à l'État maintenant de faire barrage. On est contre ces cours. Surtout, c'est des cours qui sont même pas déclarés. C'est-à-dire, on les trouve, ils sont pas déclarés. Alors l'État n'est pas gagnant, il ne paye pas du fisc et tout ça. Alors c'est anormal et c'est aux yeux de tout le monde. Ça veut dire tout le monde, même il y a des gens qui ont de l'influence, qui envoient même leurs enfants dans ces hangars-là. Alors c'est à l'État maintenant de prendre des mesures pour arrêter vraiment ce massacre. Maintenant, parce que même un citoyen algérien n'arrive même pas à envoyer ses enfants là-bas. C'est des cours qui touchent jusqu'à 3 000, 4 000 dinars par mois. Pour une seule ou deux matières, c'est vraiment aberrant avec le pouvoir d'achat maintenant qu'on vit et tout ça. Et l'État ne fait rien pour arrêter ce massacre. Reste avec nous, Nabil Ferguennis. Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir pour rebondir sur ce que disait notre ami syndicaliste. Est-ce que vous ne vous trompez pas sur votre analyse? Est-ce que ça n'acte pas plus l'échec de l'éducation nationale qu'autre chose? Là, vous êtes en train de dire, on va dire à l'État. L'État, c'est lui qui propose et qui instruit la politique d'éducation nationale. Et si des parents d'élèves donnent des cours particuliers et ils sont
très nombreux. Vous avez parlé de 10 000. Je ne conteste pas vos chiffres. J'ai pas de dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Plusieurs dizaines. Est-ce que ça n'acte pas justement l'échec du système éducatif quelque part? Et nous allons demander, il faut que nous fassions le tour. C'est pas l'échec aux enseignants, c'est pas l'échec aux enseignants qui sont dans l'école publique, mais malheureusement, c'est l'État qui pousse ces enseignants d'aller, parce que quand on trouve un salaire, maintenant un enseignant qui touche 30 000, 32 000 dinars pour un enseignant stagiaire, des fois, cet enseignant, il cherche où d'avoir encore cet argent pour survivre vraiment. Et en même temps, nous, on n'est pas contre ces cours, mais qu'ils soient des cours organisés dans des écoles aussi, c'est pas dans des hangars. Et en même temps, ils ne vont pas s'échapper au fisc. Ils doivent payer quand même leurs impôts parce qu'ils donnent des cours, ils arrivent jusqu'à 10 millions par mois. Alors, on n'est pas contre, mais qu'ils soient bien organisés. Restez avec nous. Marianne, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de privatisation rampante et de ces écoles qui prolifèrent, même quand elles ne sont pas autorisées, qui activent sans aucun cadre légal? Merci. Permettez-moi de revenir sur le sujet des fuites pour mon camarade Nabil. Oui. Je n'ai pas parlé des sujets qui ont fuité après 5 minutes, mais j'ai parlé des sujets qui ont circulé sur les réseaux sociaux la veille de l'examen et qui n'ont rien à voir avec les sujets traités. Ah, vous voulez dire que c'était fausses fuites? Oui, absolument. D'accord. Comme on assiste à un phénomène de trapentistes chaque année, oui. Et ça déstabilise les enfants. Maintenant, si on revient à l'école privée, vous savez, lorsqu'on crée des situations propices, lorsqu'on détruit l'environnement pédagogique nécessaire à l'apprentissage, c'est une façon d'encourager les écoles privées. Il faut signaler aussi que l'oligarchie mise en place est vorace et sans satiété. Elle veut la mainmise sur l'école. Et qui dit école, il faut le signaler, dit idéologie à transmettre aux enfants. Ce qu'il faut exiger, et c'est notre lutte, c'est une école publique de qualité. Les conditions que propose l'école privée doivent se retrouver aussi dans l'école publique. On a besoin d'un budget assez conséquent pour faire face aux besoins de l'école publique. Lorsqu'on sait que 86% du budget alloué à l'éducation, vu de loin, il est énorme, mais 86% de ce budget est absorbé par les salaires. Que reste-t-il pour prendre en charge l'enfant, la pédagogie de l'enfant dans ces conditions? Donc il faut exiger un budget assez conséquent pour prendre en charge cette école publique. Et que pensez-vous de ces cours particuliers, si nous pouvons les appeler ainsi, qui sont donnés dans des hangars, dans des garages, où des enseignants accueillent des enfants qu'ils font payer assez cher relativement, sans aucun cadre, sans aucune réglementation? Il faut se poser la question pour vraiment évaluer la chose. Pourquoi ces écoles privées n'existaient pas dans les années 60, les années 70, voire les années 80? Pourquoi ce phénomène est apparu maintenant? Parce que l'école publique a failli. Elle ne remplit pas les conditions nécessaires. Les attentes de l'enfant et des parents ne sont pas dans l'école publique, avec la surcharge des classes, avec un enseignant, il faut le signaler, recruté sur le tas. Il n'est pas à plaindre, mais il n'est pas à blâmer, il est beaucoup plus à plaindre, sans aucune formation psychopédagogique. Automatiquement, le parent et l'enfant, il doit chercher ailleurs. La cause principale, c'est la non prise en charge correctement de l'enseignant et les conditions pédagogiques à l'intérieur de la classe qui font que les élèves cherchent les pauvres enfants des écoles, des cours particuliers à gauche, à droite, et signaler aussi, ce n'est pas aussi seulement les enseignants qui prodiguent ces cours privés. Un ingénieur en chômage fait des cours en physique et mathématiques. Un médecin qui ne travaille pas en chômage, pharmacien, fait des cours en sciences. Et lorsqu'on parle de réglementer, je crois que le mal, il est ailleurs. Les milliards
milliardaire enrichi illégalement ne paye pas les impôts, c'est pas au pauvre enseignant qui essaye de boucler sa fin du mois que l'on va exiger de payer. Non, les conditions doivent se retrouver à l'intérieur de l'école. On a proposé l'augmentation de l'heure supplémentaire pour que ces heures se fassent à l'intérieur de l'établissement, pour que le pauvre et le riche puissent en profiter et non pas laisser la débandade, l'anarchie et taxer et montrer du doigt l'enseignant. Non, il faut réglementer correctement, donner les conditions nécessaires pour que ces cours ne se fassent plus et non pas accuser l'enseignant comme on entend un peu partout. Il propose à ses enfants de venir, à ses élèves de venir au lieu de travailler. Tout ça, c'est faux. Même s'il y a un seul enseignant qui l'a fait, on ne peut pas généraliser à tous les enseignants. Restez avec nous. Restez avec nous. Je vous les citer, si vous permettez. Oui. Pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi les années 60, 70, 80, ces cours n'existaient pas? Parce que les conditions d'études, l'environnement pédagogique, il est vraiment adéquat avec l'enseignement prodigué. Idir Achor, la question est excellente de Marianne. Pourquoi dans les années 60, 70 et même 80, le début, il n'y avait pas ces écoles privées qui proliféraient à gauche, à droite? L'école publique suffisait amplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, très bien. Bon. Donc, pour moi, il y a d'abord une logique de politique de réforme du système éducatif à l'échelle mondiale. On veut passer d'une école qui est ancienne, qui était là pour transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et surtout de pousser les élèves à produire de nouveaux savoirs. Aujourd'hui, il y a une réforme à l'échelle mondiale de l'école publique. Il faut en savoir qu'à l'échelle mondiale, il y a plus de 4 000 milliards de dollars qui sont dépensés pour l'éducation dans les secteurs éducatifs. Donc là, ça capte toute la bourgeoisie mondiale pour y aller de cette école vers une école privée pour que toute cette lobby, cette mafia bourgeoise à l'échelle mondiale puisse en profiter et investir dans ce secteur. L'Algérie n'est pas loin de cette politique mondiale. Il est en train de répondre à ces exigences de la mondialisation. Ça, c'est le premier point. Donc, pour en faire, il faut en savoir que l'école était l'une des revendications principales de la révolution algérienne de 1954. Donc, ça fait partie de la souveraineté nationale. Il n'est pas facile au pouvoir d'aujourd'hui de dire on va mettre fin à l'école publique et à la gratuité de l'école. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'elles font? Ils sont en train de réunir toutes les conditions nécessaires de destruction du système éducatif gratuit et public en Algérie pour que c'est les populations qui vont revendiquer sa privatisation et c'est pour ça qu'ils sont en train de tolérer ce qu'on appelle, nous au sein du CLA, l'école à deux vitesses. Maintenant, si on analyse l'école privée en Algérie, nous allons voir cette situation. Il y a une école privée qui est destinée à une certaine classe, à une certaine crème de la société et qui sont minoritaires et qui ne représentent pas plus de 10% des enfants algériens. Il y a une deuxième type d'école privée qui investit dans la récupération des élèves exclus dans l'école publique pour qu'ils puissent les remettre l'année d'après. Donc le parent investit dans l'éducation de son enfant pour une année pour qu'il puisse le retransférer une autre fois à l'école publique. Il y a un troisième type, c'est ce qu'on appelle les cours particuliers. Les cours particuliers qui sont là juste pour en profiter de deux éléments. Du laisser-aller qui existe au niveau de l'école publique et de sentiments légitimes des parents d'élèves qui veulent voir leurs enfants réussir dans les examens organisés par le système éducatif algérien. Donc ça, il faut savoir l'analyser et le dénoncer. Et restez avec nous, Idir Achor, restez avec nous. Au sein du CLA, nous allons dire, nous sommes contre toute forme de privatisation de l'école, que ce soit légal ou illégal. On doit mettre fin
à ça. On doit mettre les mêmes chances à tous les enfants algériens. Et restez avec nous, Idir Achour. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Il vous reste environ 2 minutes chacun. Oui. Vous... Je voudrais répondre au dernier intervenant. Il ne s'agit pas de... Il faut qu'on soit sérieux à un moment ou à un autre. Hein, je suis désolé de vous le dire. L'État ne va pas privatiser l'école publique. Ce n'est pas possible. Puisque à partir du moment où il y a des... Il faut savoir que l'école est devenue un investissement maintenant par des opérateurs économiques. Ça paraît un. Alors vous imaginez le ratio. Il y a 700 ou 1000 écoles privées, dites privées sur le territoire national, ça représente vraiment la 10e décimale ou la 1 000e décimale par rapport aux écoles et aux lycées algériens. Non, je pense que là, vous êtes dans la démagogie, excusez-moi de vous le dire. Parce que l'initiative de l'école privée, comme je vous l'ai dit, elle a une histoire. Nous, on l'appelait l'école libre quand on a monté des écoles et j'ai été président d'association pendant une quinzaine d'années. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Parallèlement à ça, si on a choisi, si des parents ont choisi de mettre leurs enfants dans des écoles privées, parce que d'abord elles sont plus ramassées et qu'elles ont plus de garanties de réussite, tout simplement. Maintenant, vous dites que c'est un choix par le niveau socio-économique, je vous dis peut-être. Mais quand vous parlez des oligarques, les oligarques qui mettent leurs enfants au lycée international d'Alger, où la cotisation annuelle avoisine les 600 000 dinars. Donc je pense qu'à raison garder, il faut être mesuré, je pense. Alors, Nabil Ferguenis, j'aimerais que vous me disiez quelque chose sur ces luttes idéologiques qui se déroulent sur le champ de l'école entre conservateurs, disons, et modernistes, disons aussi. Oui, aujourd'hui, l'école algérienne, c'est un lieu de... Elle doit rester aussi un lieu de savoir et de la connaissance. Mais malheureusement, il est devenu un théâtre de bataille politico-idéologique. Alors, pour nous, au SATEF, on espère d'avoir une école progressiste, une école publique, gratuite, pour tous les enfants d'Algérie, loin de toute récupération partisane ou idéologique. Malheureusement, l'école et l'université aujourd'hui ne sont ni un terrain de conflit. On veut que soit ni un terrain de conflit, ni un espace d'intérêt, d'idéologie ou de compétition politique. Tout un chacun doit respecter ce lieu de savoir. Malheureusement, aujourd'hui, on voit plusieurs problèmes qui se passent maintenant dans l'éducation nationale. C'est à cause de Coran, soit progressiste et soit rétrograde. Merci Nabil Ferguenis. Meziane Marianne, en environ 2 minutes, l'école est-elle devenue le théâtre de lutte, de conflits idéologiques? Tout à fait. Il ne faut pas se leurrer. L'école, comme on l'appelle, est une machine idéologique. Mais tant qu'on n'a pas tranché le projet de société, tant qu'on n'a pas le courage de se projeter sur l'avenir de nos enfants et de l'avenir de la nation, on va toujours vivre les problèmes de lutte idéologique à l'intérieur. Chaque clan va essayer, bien sûr, de tirer profit. Mais c'est à l'État, au pouvoir central, de trancher comme je viens de dire, ce projet de société pour en finir avec la lutte à l'intérieur de l'école. Un système éducatif, il se construit de cette façon, on ne peut pas éviter l'idéologie. Mais ce qu'il faut éviter, c'est cette idéologie partisane qui emporte des fois nos enfants. Donc, qu'on y ait le courage, je le répète, de trancher le projet de société. À partir de là, il va y avoir une certaine idéologie qui sera acceptée par tous avec un consensus qui va s'en suivre à l'intérieur de nos écoles, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Mais tant qu'on essaie de jouer à l'équilibriste, on va toujours tourner autour du pot et malheureusement, et c'est l'enfant qui paye. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Idir Achour, Idir Ouneghen vous a proprement accusé de démagogie quand vous disiez que l'école privée ne pouvait pas être en Algérie, qu'il fallait lutter contre elle et garder exclusivement l'école publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je crois qu'ils se leurrent. Moi, je suis convaincu qu'ils sont en train de préparer toutes les conditions nécessaires
pour permettre cette privatisation. Il en reste uniquement le courage politique de le prononcer. Ça, c'est comme première réponse. Deuxième, il faut se dire que l'école est toujours là pour reproduire l'idéologie du pouvoir en place, c'est-à-dire des dominants, et de convaincre les autres de la réalité de leur idéologie. Donc, pour changer l'école, il faut prendre le pouvoir et il faut en avoir le pouvoir de réformer cette école. Deux, lorsqu'on parle de deux Corans en Algérie, du Coran moderniste et du Coran conservateur, je crois qu'il faut un peu définir ces deux Corans là, parce que là, des fois, c'est de la démagogie, c'est de la pure démagogie sur ce plan. Parce que moi, je dis, quand il y a un élément qui est idéologique, qui est toujours là, qui veut reproduire l'idéologie dominante. Il y a un autre courant qui est là pour la libéralisation de l'école, et c'est là qu'on parle de l'école libre. Et c'est ça le danger, parce que quand on parle de libre, c'est-à-dire on parle de la libéralisation de l'école. Idir Achor, moi, pour vous dire mon sentiment, la lutte idéologique existe bel et bien, mais pas entre ces deux clans que vous décrivez, mais entre, puisqu'il faut dire les mots, entre salafistes d'un côté et éradicateurs de l'autre. Et Ben Rabarit qui est en train de surfer sur la lame qui la porte justement et qui a fait qu'elle ne soit pas partie. C'est surtout, la lutte idéologique, c'est surtout entre conservateurs qui sont les salafistes et entre modernistes qui sont les éradicateurs. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe comme réforme au niveau réel sur le terrain des contenus, des programmes scolaires, etc. Avant, il faut en voir les programmes scolaires pour voir leur contenu et ce qu'il y a dedans, etc. Qu'est-ce qu'il contient comme idéologie salafiste et comme idéologie libérale. Voici donc, si on continue comme ça, on y va vers une école salafiste libérale et c'est encore pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, des fois, on nous met dans des faux débats pour laisser passer les vraies choses. À mon sens, l'arrière-pensée, et je suis convaincu, c'est de mettre fin à la gratuité de l'école, surtout à partir du secondaire et du supérieur. C'est vrai restez avec nous, Idir Achor, il n'y a plus de temps. L'enseignement obligatoire. Je suis obligé de vous interrompre, pardonnez-moi. Alors, Idir Onoren, en une minute. Oui, je voudrais juste répondre à M. Idir Achor, là. Oui. Je crois que vous êtes dans le dogme, vous n'êtes pas dans la pensée, M. Idir Achor, quand vous dites ne restera que le projet salafiste ou le projet libéral. Je crois que M. Benchenouf a situé la problématique. C'était entre conservateurs, et j'apprécie le discours de M. Meriem et le président du SATEF qui parlait entre discours progressistes. Et il est évident, et ça apparaît à tout le monde, aux parents d'élèves, ou même aux enfants, qu'il y a une lutte idéologique au niveau de l'éducation nationale. Or, l'éducation nationale doit être extraite du champ politique. On ne doit considérer que l'avenir des enfants, de leur mise en perspective sur 20 ans, leur apprendre les droits de l'homme, leur apprendre respecter l'autre, le vivre ensemble, etc., etc. Donc c'est à ce niveau-là que votre rôle serait important. Voilà, merci Idir Onoren, merci Meziane Meriem, merci Nabil Vergne. Meziane Meriem, j'aimerais revenir vers vous, mais en moins d'une minute, s'il vous plaît, même si nous allons un peu dépasser. Qu'est-ce que vous pensez de ce conflit idéologique entre conservateurs, c'est-à-dire salafistes ou islamistes, et éradicateurs de l'autre côté? Je ne dis pas républicains, éradicateurs. Meziane Meriem. Ce que je vais dire, parce qu'on leur a laissé le champ libre. Et c'est pour cela que j'ai parlé de consensus, d'avoir le courage de trancher le projet de société et de barrer la route à tous ces aventuriers. Donc il faut anticiper, il ne faut pas laisser les choses s'envenimer. On a vécu une décennie noire, il ne faudra pas que l'Algérie, que les Algériens vivent une autre décennie noire. Et permettez-moi de vous dire, comme disait un pédagogue, avant de penser à désarmer la main, il faut penser à désarmer l'esprit. Merci Meziane Meriem, merci Idir Onoren, merci Nabil Vergne, merci Idir Achor, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama ou saha ftorkum.